Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous explorons 5 animaux horrifiants qui ont envahi des quartiers, d'un jogger du matin traqué par un puma à un adolescent pris en embuscade en rentrant chez lui par un raccourci. Mais d'abord, commençons par la première histoire où la routine quotidienne d'une femme a conduit à une rencontre terrifiante. C'était le 7 octobre 2016 et le quartier aisé de Wildwood Heights à Boulder, Colorado, était encore enveloppé dans l'obscurité tranquille du petit matin. Le développement résidentiel haut de gamme, construit seulement 5 ans plus tôt à la lisière des contreforts des montagnes rocheuses, présentait des rues sinueuses bordées de maisons modernes qui jouxtaient des espaces naturels ouverts et des corridors pour la faune. Lisa Hartwell, une coordinatrice marketing de 33 ans pour une entreprise technologique locale, commençait sa routine quotidienne de jogging à 5 heures du matin à travers les rues soigneusement planifiées et les impasses du quartier. Lisa avait déménagé à Wildwood Heights 2 ans plus tôt, attirée par la promesse de la communauté d'une vie montagnarde avec des commodités urbaines. Elle était une passionnée de fitness dévouée qui maintenait un programme d'exercice strict malgré sa carrière exigeante, se levant souvent avant l'aube pour terminer sa course de 8 km avant de se rendre au bureau. La routine matinale de Lisa était devenue sacrée pour elle, un moment paisible où elle pouvait clarifier son esprit tout en profitant de l'air frais de la montagne et des vues magnifiques sur la Front Range. Le quartier avait connu un automne exceptionnellement sec, avec des conditions de sécheresse s'étendant bien au-delà de ce qui aurait dû être la saison humide. Les responsables de la faune locale avaient émis des avertissements concernant une activité animale accrue dans les zones résidentielles, car les cerfs, les élans et leurs prédateurs étaient contraints de s'aventurer plus près des habitations humaines à la recherche de sources d'eau. Plusieurs résidents avaient signalé des observations de pumas au cours du mois dernier, y compris des traces trouvées dans les jardins et un grand félin aperçu près du bassin de rétention de la communauté. Lisa avait entendu parler des avertissements concernant la faune, mais les avait rejetés comme des préoccupations typiques de la vie en montagne au Colorado. Elle continuait ses courses matinales sans modifier son itinéraire ni emporter de dissuasif, convaincue que les rues familières de son quartier étaient sûres. Les lions de montagne, également appelés couguars ou pumas, sont la deuxième plus grande espèce de chat sauvage d'Amérique du Nord. Les mâles adultes pesant entre 115 et 220 livres. Ces puissants prédateurs sont parfaitement adaptés à la chasse en terrain montagneux, possédant une incroyable discrétion, vitesse et capacité de saut qui leur permet de bondir verticalement jusqu'à 15 pieds et horizontalement jusqu'à 45 pieds. Les lions de montagne sont principalement des chasseurs embusqués qui comptent sur des attaques surprises, ciblant généralement le cou et la colonne vertébrale de leur proie pour infliger des morsures rapides et fatales. Alors que Lisa courait dans l'obscurité avant l'aube, elle ignorait complètement qu'un puma mâle de 140 livres traquait un cerf mulet à travers le conduit de drainage qui passait sous la rue qu'elle approchait. L'approche de Lisa a perturbé la chasse soigneusement planifiée, effrayant à la fois le cerf et le puma. Le cerf s'est précipité à travers la rue et a disparu dans l'obscurité, laissant le prédateur frustré accroupi dans l'ombre de l'ouverture en béton du drain. L'attaque est survenue sans avertissement alors que Lisa passait à moins de 3 mètres du conduit de drainage. Le puma de 63 kg a surgi de l'ombre avec une vitesse incroyable, couvrant la distance entre eux en un seul bond puissant. Ses énormes pattes avant frappèrent Lisa entre les omoplates avec une force dévastatrice, la projetant face contre terre sur l'asphalte tandis que son poids la plaquait au sol. Les tentatives de Lisa pour crier furent interrompues lorsque les puissantes mâchoires du puma se refermèrent sur l'arrière de son cou, ses dents canines de 10 cm perçant les muscles et les vertèbres avec une force écrasante. Les griffes acérées du puma lacérèrent le dos et les épaules de Lisa, chaque coupure ouvrant des entailles profondes qui sectionnèrent des vaisseaux sanguins majeurs et causèrent des dommages tissulaires massifs. Le chat de 63 kg a utilisé sa force incroyable pour traîner le corps de Lisa sur l'asphalte et dans le canal en béton où l'obscurité et l'espace confiné lui offriraient une protection pendant qu'il se nourrissait. Le corps de Lisa a été récupéré 3 heures plus tard par une équipe conjointe de policiers et de personnel de Colorado Parks and Wildlife. Le puma avait abandonné sa proie lorsque les équipes de recherche se sont approchées, se retirant plus loin dans le réseau de drainage qui se connectait au système de ruisseaux naturels au-delà du quartier. Lisa était morte d'un traumatisme massif au cou et à la colonne vertébrale, la morsure mortelle du puma s'étant avérée instantanément fatale. L'enquête a révélé que Lisa faisait son jogging habituel lorsqu'elle a involontairement interrompu la chasse du puma, déclenchant l'attaque qui lui a coûté la vie. Le puma a été localisé et euthanasié le lendemain après avoir été repéré dans les contreforts au-dessus du quartier. Mais les quartiers de montagne n'étaient pas les seuls endroits où la faune envahissait les espaces suburbains avec des résultats mortels. En Floride, la routine paisible d'un retraité allait se transformer en cauchemar lorsqu'il rencontra l'un des prédateurs les plus dangereux de l'État dans son propre jardin. C'était le 14 juin 2015. Et le lotissement Sunset Lakes dans la banlieue de Tampa, en Floride, s'installait pour une autre chaude soirée d'été.
La communauté fermée, construite autour d'une série de bassins de rétention interconnectés et de canaux décoratifs, avait été commercialisée comme un paradis tropical pour les retraités cherchant le style de vie floridien. Walter Walt Kowalski, un plombier retraité de 67 ans originaire de l'Ohio, profitait de sa 5e année dans l'état ensoleillé depuis le confort de son patio arrière qui donnait sur l'un des cours d'eau pittoresques de la communauté. Walt avait déménagé en Floride après avoir vendu son entreprise de plomberie prospère, attiré par la promesse de golf, de pêche et de vie en plein air toute l'année, ce qui avait été impossible pendant les hivers rigoureux de l'Ohio. Il avait acheté une maison de plain-pied modeste avec un accès direct à l'eau, dotée d'un quai privé où il pouvait pêcher et nourrir les canards qui étaient devenus des visiteurs réguliers de son jardin. La routine du soir de Walt consistait généralement à s'asseoir sur son patio avec une bière fraîche, regardant le coucher de soleil se refléter sur l'eau calme tout en lançant des miettes de pain aux oiseaux aquatiques. La communauté de Sunset Lakes avait été construite sur des zones humides récupérées, les promoteurs ayant créé un système élaboré de bassins de rétention et de canaux pour gérer le ruissellement des eaux pluviales tout en offrant des éléments aquatiques attrayants pour les résidents. Les voies navigables artificielles étaient reliées à des systèmes de ruisseaux naturels qui se jetaient dans la baie de Tampa, créant des corridors permettant à la faune de circuler librement entre les zones développées et non développées. De récentes pluies abondantes avaient élevé les niveaux d'eau dans toute la région, augmentant l'activité de la faune dans les zones résidentielles. Walt avait remarqué plus d'alligators dans les eaux de la communauté au cours des derniers mois. Mais, comme la plupart des résidents de Floride, il avait appris à coexister avec les reptiles comme une partie normale de la vie dans l'État. Le nourrissage régulier des canards par Walt avait créé une source de nourriture fiable qui attirait les oiseaux aquatiques de toute la région. Les alligators américains sont des prédateurs de pointe qui sont restés pratiquement inchangés depuis plus de 200 millions d'années, parfaitement adaptés à leur rôle de chasseurs embusqués dans les environnements aquatiques. Les mâles adultes peuvent atteindre des longueurs de 14 pieds et des poids dépassant 1000 livres, avec des muscles de la mâchoire capables d'exercer plus de 3000 livres de pression par pouce carré. Les alligators sont des mangeurs opportunistes qui consomment tout animal qu'ils peuvent maîtriser, y compris les oiseaux, les poissons, les mammifères et parfois les humains qui s'aventurent trop près de leur territoire. Ce soir-là, Walt se détendait sur sa terrasse lorsqu'il remarqua que son leurre de pêche préféré s'était emmêlé dans la végétation près de son quai. Walt s'est aventuré dans l'eau jusqu'aux genoux près de son quai, utilisant un filet à long manche pour essayer de libérer le leurre accroché de la végétation sous-marine. Il avait effectué des récupérations similaires de nombreuses fois au cours des 5 dernières années sans incident, confiant que l'eau peu profonde près de sa propriété était sûre pour une brève immersion. L'attaque est venue directement sous Walt alors qu'il se tenait dans le canal, concentré sur la récupération de son leurre. Un alligator mâle de 12 pieds qui était resté immergé immobile près du quai pendant plus d'1 heure attendant que les canards s'approchent de la zone d'alimentation a surgi avec une force dévastatrice. Les mâchoires massives du reptile se refermèrent sur la jambe droite de Walt avec une puissance écrasante, sa pression de morsure de 3000 livres fracturant instantanément le fémur et sectionnant les principales artères. L'alligator entama immédiatement son célèbre roulé de la mort, tournant rapidement dans l'eau tout en maintenant sa prise sur la jambe de Walt. La rotation violente a disloqué la hanche de Walt et l'a tiré complètement dans le canal où les avantages naturels de l'alligator sont devenus écrasants. L'alligator de 12 pieds a traîné Walt vers le centre plus profond du canal où sa capacité de nage supérieure et son endurance sous l'eau ont rendu l'évasion impossible. En quelques minutes, les mouvements de Walt cessèrent alors que la noyade et la perte massive de sang submergeaient de son système. Les secours arrivèrent dans les 10 minutes suivant l'appel de Margaret, mais l'alligator s'était déjà retiré dans les eaux plus profondes avec le corps de Walt. Les policiers et les agents de la faune ont travaillé toute la nuit pour localiser et capturer le reptile massif en utilisant du matériel spécialisé et du personnel formé pour extraire en toute sécurité à la fois l'alligator et les restes de Walt du canal. L'enquête a révélé que le nourrissage régulier de canards par Walt avait involontairement attiré le grand alligator sur sa propriété, créant une situation dangereuse qui a culminé par l'attaque mortelle. La mort de Walt a entraîné des changements immédiats dans les protocoles de sécurité aquatique de la communauté de Sunset Lakes, y compris l'installation de panneaux d'avertissement autour de tous les bassins de rétention et canaux. Mais les voies navigables de Floride n'étaient non pas les seuls environnements suburbains où se produisaient des rencontres mortelles avec la faune. En Caroline du Nord, la promenade du soir d'une promeneuse de chiens allait tourner au drame lorsqu'elle a rencontré une ours protectrice dans un quartier résidentiel. C'était le 18 mars 2017 et le quartier huppé de Mountain View Estates à Asheville, en Caroline du Nord, vivait la première soirée chaude du printemps. Le lotissement résidentiel, construit sur les pentes des montagnes Blue Ridge, présentait de grands terrains avec des arbres matures et un aménagement paysager naturel qui se fondait harmonieusement avec la forêt environnante. Maria Santos, une mère célibataire de 41 ans et promeneuse de chiens à temps partiel, faisait sa tournée du soir dans les rues sinueuses du quartier, s'occupant des animaux de compagnie des résidents aisés qui comptaient sur ses services.
Maria travaillait comme promeneuse de chiens professionnels depuis 3 ans, se constituant une clientèle fidèle parmi les propriétaires aisés de Mountain View Estates qui appréciaient sa fiabilité et son véritable amour des animaux. Elle promenait souvent plusieurs chiens simultanément, gérant jusqu'à 6 animaux à la fois, tout en maintenant un contrôle parfait et en veillant à ce que chaque animal reçoive une attention individuelle. Le revenu de Maria, provenant de la promenade de chiens, l'aidait à compléter son emploi de jour dans une clinique vétérinaire locale, lui permettant de soutenir sa fille adolescente en tant que parent célibataire. Le lotissement de Mountain View Estates avait été aménagé dans une forêt montagneuse vierge, les constructeurs étant tenus de préserver les arbres matures et de maintenir des corridors naturels pour la faune à travers la communauté. La construction récente de maisons supplémentaires avait perturbé les schémas de déplacement des animaux établis, forçant les ours, les cerfs et d'autres animaux sauvages à chercher de nouveaux itinéraires à travers les zones résidentielles. La Commission des ressources fauniques de Caroline du Nord avait émis des avertissements concernant l'augmentation de l'activité des ours dans les communautés montagneuses, en particulier lorsque les animaux sortaient de l'hibernation hivernale. Maria était consciente des avertissements concernant la faune, mais elle n'avait jamais rencontré d'animaux dangereux pendant ses 3 années de promenade de chiens dans le quartier. Elle portait un spray au poivre par précaution et avait reçu une formation sur les rencontres avec la faune de la part du Bureau local de contrôle des animaux. Ce soir-là, elle promenait 3 grands chiens, 2 bergers allemands et un golden retriever le long de la rue principale de la communauté lorsqu'elle remarqua une activité inhabituelle près d'une rangée de poubelles. Les ours noirs sont l'espèce d'ours la plus commune en Amérique du Nord, les femelles adultes pesant généralement entre 200 et 400 livres. Les mères ours, avec leurs petits, sont extrêmement protectrices et attaqueront toute menace perçue envers leurs petits sans hésitation. Les ours ont un excellent sens de l'odorat et sont attirés par les zones résidentielles, par les ordures, la nourriture pour animaux et d'autres attractifs. Lorsqu'ils sont surpris ou acculés, les ours peuvent courir jusqu'à 56 km/h et possèdent la force de défoncer des portes et de renverser des voitures. Leurs puissantes griffes et dents les rendent capables d'infliger des blessures dévastatrices aux humains qui menacent leurs petits ou leur territoire. Alors que Maria s'approchait de l'intersection où plusieurs poubelles avaient été placées pour la collecte du matin, elle découvrit une ours noire de 300 livres avec 2 petits oursons fouillant dans les conteneurs. La mère ours avait déchiré plusieurs sacs et se nourrissait de nourriture jetée tandis que ses petits jouaient à proximité. Maria a immédiatement reconnu le danger et a commencé à reculer lentement. Mais les 3 chiens qu'elle promenait sont devenus agités et ont commencé à aboyer agressivement sur les ours. Les instincts protecteurs de la mère ours ont été immédiatement déclenchés par les chiens qui aboyaient, qu'elle percevait comme une menace directe pour la sécurité de ses petits. Elle se redressa de toute sa hauteur et commença à émettre des vocalisations agressives, tout en se plaçant entre les chiens et ses petits. Maria tenta de contrôler les animaux excités et de se retirer à une distance sûre, mais les aboiements et les attaques des chiens ne faisaient qu'aggraver la situation dangereuse. La mère ours de 300 livres chargea vers Maria et les chiens avec une vitesse explosive, couvrant les 30 yards qui les séparaient en quelques secondes. Maria a tenté de courir en tenant 3 laisses, mais elle s'est emmêlée dans les cordes et est tombée lourdement sur la chaussée en asphalte. Les chiens se sont dispersés dans différentes directions, laissant Maria vulnérable et incapable de s'échapper alors que l'ours enragé s'approchait. Les pattes massives de l'ours ont frappé le dos et les épaules de Maria avec une force écrasante, la projetant face contre terre tandis que son poids clouait la femme plus petite au sol. Les puissantes mâchoires de l'ours se refermèrent sur la tête et le cou de Maria, ses dents perçant l'os du crâne et sectionnant des artères vitales. Les tentatives de Maria pour se protéger se révélèrent futiles face à un animal possédant plusieurs fois sa force et son poids. Les griffes acérées de l'ours lacérèrent le torse et les membres de Maria, chaque coupure ouvrant des entailles profondes qui causèrent une perte de sang massive et des dommages aux tissus. L'attaque de l'ours était méthodique et brutale, motivée par l'instinct maternel d'éliminer toute menace pour la sécurité de ses petits. Les efforts de Maria s'affaiblissaient à mesure que le traumatisme et la perte de sang submergeaient son système. Les résidents des maisons voisines ont entendu le vacarme et ont appelé le 911 tout en essayant d'effrayer l'ours avec des bruits forts et des lumières vives. La mère ours s'est finalement retirée avec ses petits vers la forêt, laissant Maria immobile dans la rue. Les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes, mais n'ont pas pu sauver Maria, qui était décédée des suites d'un traumatisme massif à la tête et au cou. L'enquête a révélé que des conteneurs à ordures mal sécurisés avaient attiré la mère ours et ses petits dans la zone résidentielle, créant les conditions de la rencontre fatale. Les responsables de la faune ont déterminé que l'ours avait agi de manière défensive pour protéger ses petits et ne montrait pas un comportement anormalement agressif. La mère ours et ses petits ont été relocalisés avec succès dans une région montagneuse éloignée des populations humaines. La mort de Maria a entraîné des changements immédiats dans les protocoles de gestion des déchets de Mountain View Estate, y compris l'installation de conteneurs à ordures résistants aux ours et de nouvelles directives pour le stockage des déchets.
La communauté a également mis en place un système d'alerte précoce pour les observations de la faune et a commencé à exiger que tous les résidents retirent les attractifs potentiels de leur propriété. Mais les communautés de montagne n'étaient pas les seuls endroits où les rencontres avec la faune en banlieue devenaient mortelles. Dans la région des Everglades en Floride, un paysagiste travailleur ferait face à un prédateur caché en entretenant les terrains soignés d'un développement de luxe. C'était le 22 août 2014 et la communauté exclusive de Cypress Point, à la lisière des Everglades en Floride, scintillait sous la chaleur intense d'un après-midi d'été. Le lotissement sécurisé, construit sur des zones humides, asséchées et doté de lacs artificiels et de plans d'eau dans son paysage soigné, représentait le summum du luxe en Floride du Sud. Roberto Mendes, un paysagiste de 35 ans et propriétaire d'une petite entreprise, travaillait seul pour entretenir les terrains impeccables qui faisaient de Cypress Point l'une des adresses les plus prisées de la région. Roberto avait construit son entreprise de paysagisme à partir de rien, en commençant avec une seule tondeuse à gazon et en s'élargissant progressivement pour desservir certaines des communautés les plus riches de la région. Il était fier de son travail et était connu pour son souci du détail et sa volonté de faire plus que ce qui était attendu pour ses clients. Roberto soutenait sa femme et ses 2 jeunes enfants grâce à son entreprise, travaillant souvent de longues heures sous la chaleur de la Floride pour assurer l'avenir de sa famille. Le développement de Cypress Point avait été construit sur d'anciens marécages des Everglades, les promoteurs ayant créé un système élaboré d'étangs décoratifs et de caractéristiques aquatiques reliés aux voies navigables naturelles par une série de canaux et de systèmes de drainage. Les lacs artificiels étaient peuplés de poissons ornementaux et entourés d'un aménagement paysager tropical nécessitant un entretien constant dans le climat humide et subtropical. Les récentes pluies abondantes avaient élevé les niveaux d'eau dans toute la région, créant des conditions idéales pour le déplacement de la faune entre les systèmes d'eau naturelle et artificielle. Roberto connaissait bien la faune de Floride et avait rencontré des alligators, des serpents et d'autres animaux dangereux au cours de ses années de travail en plein air. Il gardait un respect sain pour ces créatures et vérifiait généralement les plans d'eau avec soin avant de travailler à proximité. Cet après-midi-là, il taillait des buissons décoratifs autour de l'un des petits étangs ornementaux de la communauté lorsque son taille-haie coûteux lui échappa des mains et tomba dans l'eau peu profonde. Les alligators américains sont parfaitement camouflés, des prédateurs embusqués qui peuvent rester immobiles pendant des heures en attendant que leur proie s'approche de leur territoire. Les femelles adultes mesurent généralement entre 8 et 10 pieds de long et peuvent peser jusqu'à 200 livres, possédant une vitesse et une puissance incroyables lors d'une attaque. Les alligators sont les plus dangereux lorsqu'ils protègent des sites de nidification ou lorsqu'ils sont surpris par des humains qui s'aventurent dans leur territoire. Leur force de morsure dépasse 2000 livres par pouce carré et leur technique de roulade mortelle est conçue pour désorienter et noyer les proies dans les environnements aquatiques. Roberto est entré dans l'étang ornemental jusqu'aux genoux pour récupérer son taille-haie, supposant que le bassin bien entretenu était sûr pour une brève entrée. L'étang décoratif semblait paisible et bien entretenu, sans aucun signe visible d'activité animale parmi les plantes aquatiques soigneusement disposées et les éléments ornementaux. Roberto avait travaillé autour de structures aquatiques similaires des centaines de fois sans incident. L'attaque est survenue au moment où les pieds de Roberto ont touché le fond boueux de l'étang. Un alligator femelle de 3 mètres qui était resté immobile parmi la végétation décorative s'est soudainement mis en mouvement, ses puissantes mâchoires se refermant sur la jambe droite de Roberto avec une force dévastatrice. La morsure du reptile massif a instantanément fracturé son tibia et son poignet et son péroné, tandis que ses dents perçaient les principales artères et les tissus musculaires. L'alligator a immédiatement initié sa roulade mortelle caractéristique, tournant rapidement dans l'eau tout en maintenant sa prise écrasante sur la jambe de Roberto. La rotation violente a fait perdre pied à Roberto et l'a entraîné vers le centre plus profond de l'étang où les avantages aquatiques de l'alligator sont devenus écrasants. Les tentatives désespérées de Roberto pour se libérer n'ont fait qu'activer les instincts de l'alligator à mordre plus fort et à rouler plus agressivement. Les cris de Roberto appelant à l'aide résonnaient à travers les terrains bien entretenus alors que l'alligator de 3 mètres poursuivait son roulé mortel implacable. Le mouvement de rotation a disloqué le genou et la hanche de Roberto tout en causant des hémorragies internes massives et des dommages aux tissus. L'eau claire de l'étang ornemental est devenue rouge alors que les efforts de Roberto s'affaiblissaient à chaque rotation. Un propriétaire travaillant dans son jardin a entendu les cris de Roberto et s'est précipité pour enquêter, arrivant juste à temps pour assister aux derniers instants de l'attaque. L'alligator avait traîné Roberto dans la partie la plus profonde de l'étang où ses tentatives pour atteindre la surface et respirer étaient contrecarrées par la prise continue et le mouvement de roulis du reptile. Roberto s'est noyé en quelques minutes alors que la perte massive de sang et le traumatisme submergeaient son système. Les secours sont arrivés dans les 15 minutes suivant l'appel au 9, un nain du propriétaire, mais Roberto avait déjà succombé à ses blessures. Les agents de la faune ont travaillé pendant plusieurs heures pour capturer en toute sécurité l'alligator femelle de 3 mètres, qui s'était retiré dans la végétation de l'étang après avoir terminé son attaque.
Le reptile a été relocalisé dans une zone éloignée des Everglades, loin des populations humaines. L'enquête a révélé que la connexion de l'étang ornemental aux voies navigables naturelles avait permis au grand alligator d'entrer dans la zone résidentielle sans être détecté. La mort de Roberto a entraîné des changements immédiats dans la gestion des plans d'eau de Cypress Point, y compris l'installation de barrières entre les étangs décoratifs et les systèmes de drainage naturel, ainsi que de nouveaux protocoles de sécurité pour les travailleurs d'entretien. Mais les voies navigables de Floride n'étaient pas les seuls environnements suburbains où des prédateurs ont coûté la vie à des humains. En Californie, la décision d'un adolescent de prendre un raccourci pour rentrer chez lui l'a mis directement sur le chemin d'un puma déplacé cherchant un nouveau territoire. C'était le 9 décembre 2018 et la communauté de Canyon Vista dans la banlieue de Los Angeles connaissait une soirée d'hiver exceptionnellement chaude. Le lotissement résidentiel, construit là où l'expansion urbaine rencontrait le chaparral sauvage des montagnes de Santa Monica, comportait des maisons perchées sur des pentes abruptes avec des vues spectaculaires sur la ville en contrebas. Kevin Chen, un lycéen de 16 ans en première et joueur de basketball de l'équipe première, était en retard après l'entraînement et a décidé de prendre son raccourci habituel à travers un terrain non aménagé plutôt que de suivre le chemin plus long le long de la route principale. Kevin était un élève d'honneur et un athlète vedette qui équilibrait l'excellence académique avec la réussite sportive, obtenant la reconnaissance comme l'un des étudiants les plus prometteurs de son école pour l'université. Il vivait avec ses parents et sa sœur cadette dans une maison moderne qui donnait sur l'espace naturel ouvert, ce qui rendait Canyon Vista si prisé. Kevin utilisait souvent les sentiers informels et les terrains vacants pour se déplacer rapidement entre sa maison et l'école, une pratique qui n'avait jamais causé de problème pendant ses 4 années dans le quartier. La région de Canyon Vista avait connu une augmentation de l'activité de la faune après une série d'incendies dévastateurs qui avaient brûlé des milliers d'acres dans les montagnes environnantes. Les incendies avaient de déplacer de nombreux prédateurs, les forçant à chercher de nouveaux territoires et sources de nourriture dans des zones qu'ils avaient auparavant évitées. Les autorités locales avaient émis des avertissements concernant des observations de pumas dans les zones résidentielles, mais la plupart des résidents considéraient cela comme des précautions de routine plutôt que comme des menaces sérieuses. Kevin était conscient des avertissements concernant la faune, mais n'avait jamais rencontré d'animaux dangereux lors de ses fréquentes utilisations du réseau de sentiers informels du quartier. Il transportait son équipement de basketball dans un sac à dos et se déplaçait généralement rapidement à travers les zones non aménagées, confiant que sa connaissance du terrain et ses capacités athlétiques le protégeraient de toute menace potentielle. Les pumas sont des prédateurs solitaires qui nécessitent de grands territoires pour subvenir à leurs besoins de chasse, les mâles adultes contrôlant des étendues allant jusqu'à 100 000 km². Les jeunes mâles sont particulièrement dangereux lorsqu'ils établissent de nouveaux territoires, affichant souvent un comportement plus agressif que les adultes expérimentés. Ces jeunes félins sont moins habiles à chasser des proies naturelles et peuvent cibler des victimes plus faciles, y compris des animaux domestiques et parfois des humains. Les pumas sont capables d'une discrétion incroyable et peuvent traquer leurs proies pendant de longues périodes avant de lancer des attaques surprises à courte distance. Alors que Kevin courait à travers le terrain vague, envahi par la végétation, il ignorait qu'un jeune puma mâle de 80 livres utilisait la zone comme terrain de chasse pour les chats domestiques et les petits chiens qui s'éloignaient des maisons voisines. Le jeune félin avait été chassé de son territoire natal par un mâle plus âgé et plus dominant et cherchait désespérément à établir de nouveaux terrains de chasse pour assurer sa survie. Le puma avait traqué Kevin sur plusieurs centaines de mètres, se déplaçant silencieusement à travers les broussailles denses tout en restant sous le vent pour éviter d'être détecté. Les instincts de chasse du félin avaient été déclenchés par la taille de Kevin, son mode de déplacement et le fait qu'il était seul et vulnérable dans le territoire nouvellement revendiqué par le prédateur. L'attaque est venue de derrière alors que Kevin naviguait à travers une section particulièrement dense de chaparral. Le puma de 36 kg s'est lancé depuis les buissons avec une force explosive, ses puissantes pattes arrière le propulsant dans les airs pour atterrir directement sur le dos de Kevin. L'impact a projeté Kevin face contre terre sur le sol rocheux tandis que les griffes du félin s'accrochaient à ses épaules et son dos. Les mâchoires du puma se refermèrent sur la nuque de Kevin, ses dents canines de 10 cm perçant les muscles et les vertèbres, tandis que sa force de morsure visait la moelle épinière. Les tentatives de Kevin de riposter avec son sac à dos se révélèrent futiles face à la force et à la position supérieure du félin. Les griffes acérées du puma lacérèrent les épaules et le torse de Kevin, chaque coupure ouvrant des entailles profondes qui provoquèrent une perte de sang massive. Les cris de Kevin appelant à l'aide résonnaient à travers la communauté de la colline, alertant les résidents des maisons voisines de l'urgence qui se déroulait dans le terrain vague. Plusieurs propriétaires ont appelé le 9 un tout en essayant de localiser la source de la perturbation, mais la végétation dense rendait difficile de déterminer l'emplacement exact de Kevin. Le puma a continué son attaque pendant plusieurs minutes, poussé par ses instincts de prédateur et le stress d'établir un nouveau territoire.
La police et les ambulanciers sont arrivés dans les 10 minutes, suivant le premier appel au 911, utilisant les cris continus de Kevin pour le localiser dans les broussailles. Le puma s'est enfui lorsque les secours se sont approchés avec des lumières d'eau vives et des sirènes bruyantes, disparaissant dans le chaparral qui couvrait les collines environnantes. Kevin a été transporté par hélicoptère vers un centre de traumatologie, mais il est mort d'une perte de sang massive et de blessures à la colonne vertébrale pendant une chirurgie d'urgence. L'enquête a révélé que le jeune puma avait été déplacé par des incendies récents et tenté d'établir un nouveau territoire dans la zone résidentielle. Les agents de la faune ont suivi et euthanasié le félin le lendemain, déterminant que son comportement agressif envers les humains le rendait inadapté à la relocalisation. La mort de Kevin a incité la ville à clôturer tous les terrains vacants dans les communautés des collines et à développer de nouveaux protocoles de gestion de la faune pour les zones où le développement urbain rencontre l'habitat naturel. La communauté de Canyon Vista a mis en place des mesures de sécurité complètes, y compris un éclairage à détecteur de mouvement le long de tous les sentiers informels, des systèmes de communication d'urgence et une formation obligatoire à la sensibilisation à la faune pour tous les résidents. La famille de Kevin a créé une fondation commémorative pour soutenir l'éducation à la sécurité de la faune et les programmes de préservation de l'habitat qui réduisent les conflits entre humains et animaux sauvages. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur la vidéo suivante qui vous montrera comment la faune continue d'envahir les espaces humains avec des conséquences dévastatrices.